Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et une semaine donc après l'élection ou la réélection, c'est selon ce que vous préférez de Donald Trump, eh bien les marchés sont encore un peu effervescents et un peu incertains. Ils se cherchent. On va donc explorer l'impact de ce second mandat sur l'économie mondiale, bien sûr, sur la volatilité des marchés, sur les perspectives aussi pour les investisseurs. Quel secteur pourrait bénéficier ou pâtir finalement des politiques à venir? Quels ajustements stratégiques envisagés pour gérer ce nouvel environnement financier? Bref, tout ça sous l'œil avisé de Cyril Collet. Bonjour Cyril. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour CPR AM. Déjà, quelle analyse faites-vous de ce deuxième mandat, de ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Il y a plein d'exceptions, hein. On peut parler croissance versus inflation, on peut parler de la Fed, on peut parler de l'environnement géopolitique, on peut parler des marchés. Enfin, voilà, vous regardez ça comment? Les marchés semblent avoir bien accueilli. On a eu sur les 2 premiers jours une très très belle performance du marché américain. Après, je pense que tout le monde est encore un peu dans l'expectative, au sens beaucoup de choses ont été dites avant l'élection, dans la campagne. Beaucoup de promesses ont été faites. On peut quand même lui laisser le fait d'être assez droit dans ses bottes, parce qu'en gros, il a dit des choses qui étaient très proches de ce qui était là en 2016 déjà. Après, le monde est dans une situation totalement différente. L'endettement américain est radicalement différent. Malheureusement, les tensions géopolitiques sont bien plus élevées qu'elles n'étaient à cette époque-là. Lui, il avait un petit peu, entre guillemets, créé une guerre commerciale, on va dire ça comme ça, dans un monde qui n'était pas du tout en guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense qu'il y a une perception qui amène des idées qui sont à peu près équivalentes dans un monde qui est radicalement différent. Et du coup, je pense que les impacts seront vraiment très différents. Il y a quand même une question, ou un paquet d'antinomisme quelque part, parce que il a fait toute sa campagne, vous l'avez rappelé, oui, avec des thèmes qui sont bien identifiés, en critiquant l'inflation, etc., en essayant de mettre ça sur le dos, effectivement, de l'équipe Biden. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'il veut renforcer les plans, donc pour stimuler la croissance américaine, c'est générateur d'inflation. Quand on sait qu'il va vouloir remonter les taxes sur les droits de douane des produits importés, ça va générer de l'inflation. Enfin, comment est-ce qu'on voit un peu ce match croissance versus inflation à la lumière, entre guillemets, de Trump 2? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y avait un petit jeu pendant la campagne, c'était de déterminer quel était le programme entre Kamala Harris et Donald Trump qui était le plus inflationniste à terme. Pas facile à... Mais en tout cas, tout le monde s'accordait sur un point, c'est que les deux allaient créer de l'inflation. Effectivement, les États-Unis critiquent beaucoup l'Europe depuis 50 ans sur l'imbrication entre les États et les entreprises. Or, le Inflation Reduction Act n'arrête pas d'investir dans les entreprises américaines en centaines de millions de dollars. Donc, c'est quand même des aides qui ne sont pas déguisées. On ne peut pas dire que ce soit déguisé, mais c'est des aides massives. Et en plus, oui, si on réduit la croissance, quelque part, ce n'est pas les impôts qui vont combler cet endettement supplémentaire. Je pense qu'au niveau de la croissance, là où il joue un petit peu sur du velours, c'est qu'on a quand même l'impression qu'à la fin du fin, c'est les entreprises américaines qui vont gagner. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'inflation dans les deux cas, c'est une évidence. Qu'on aille vers un monde où il y aura plus d'inflation, ça reste vrai, bien sûr. Mais l'enjeu, c'est quid de la dépendance au reste du monde des entreprises du marché. Si vous êtes sur le marché américain, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les entreprises sont beaucoup plus liées à leur propre marché. Sur le S&P 500, pardon, les chiffres ont peut-être un peu évolué, mais en gros, il y a 100 entreprises qui font 100% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et 300 qui font plus de 60% de chiffre d'affaires aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avance vers des mesures de plus en plus protectionnistes... Ça ne va pas changer la face du SPI, quoi. Les entreprises américaines vont au contraire en bénéficier fortement. Et par contre, les entreprises européennes, voire évidemment émergentes asiatiques ou asiatiques au sens large, qui, elles, payent un lourd tribut à la croissance mondiale et les échanges commerciaux mondiaux, elles vont en pâtir fortement. Donc le malheur de l'histoire, c'est que si les mesures sont appliquées telles qu'annoncées, encore une fois, on va voir, et la Chambre, tout le monde va être d'accord ou pas, bref, la question, c'est à qui profite le crime, et le crime va profiter aux entreprises américaines. Le deuxième bémol, on peut dire, au-delà de cette baisse de croissance attendue, c'est les taux longs. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas échappé que les taux longs baissaient, puisque la Fed baissait ses taux, et tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Sauf que depuis que la candidature de Trump commence à être prise au sérieux dans les estimations, probabilités, ainsi de suite, le taux 10 ans a suivi, pendant le dernier mois de la campagne, exactement les attentes de vote pour Trump
il les a radicalement suivis. Et on est passé d'un 3,60 à un 4,20. On a même touché 4,57 la semaine dernière. On est revenu à 4,50. Quand la Fed baisse ses taux, que le taux 10 ans prenne 100 BP ou autour d'eux, c'est quand même pas normal. Oui. Et ça, c'est la limite, la deuxième limite. C'est-à-dire que la première limite, ça va être de la baisse de croissance mondiale. Une limite induite, mais qui ne va pas aider les entreprises américaines, pour le coup, ça va être potentiellement une hausse du dollar. Mais comme je l'ai dit, beaucoup d'entreprises, et beaucoup plus qu'on ne croit, sont très indépendantes du reste du monde. Je produis sur place, je vends sur place. Bon, le reste du monde, ce n'est pas très grave. Mais l'effet induit qui peut, à mon avis, à un moment donné, jouer un tour à ce qu'il a envie de faire, si l'on peut dire, c'est, alors bien entendu, la confiance au niveau de l'endettement. Hein, on l'a dit, beaucoup plus d'endettement. Mais surtout les taux longs. Parce que le marché action, il bouge quand même pas exactement, ou il vit pas exactement de la même façon si le tôt est à 3,5 ou s'il est à 4,5. Et certains le voient déjà à 5 ou plus, en attendant la mise en place des mesures. Et un taux 10 ans à plus de 5%, ça veut dire que la valorisation du marché, elle est touchée. Et le marché américain se paye aujourd'hui 24,5 fois les bénéfices 2024. Autrement dit, pas au plus cher de l'histoire, mais pas loin. C'est pas mal. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Vous avez prononcé le mot, Fed. Et la Fed dans tout ça. Et la Fed versus Trump et Trump versus la Fed, parce qu'on a vu aussi son envie de remettre l'administration au pas. On avait déjà vu quelques saillies anti-Fed dans la bouche de Donald Trump. Aujourd'hui, la Fed, elle nous avait promis une poursuite de sa politique, etc. Certains viennent un peu à douter, d'autres ont dit qu'elle avait commencé très tard, qu'elle était en retard sur son cycle, en retard sur son rythme politique. Enfin, voilà, la Fed, on doit la considérer comment dans cette nouvelle donne ? Alors moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'elle fait plutôt très bien son travail. Monsieur Jérôme Powell fait un travail extraordinaire. La question, c'est est-ce que la Fed peut passer sous la coupe du président américain ? Objectivement, j'en doute, mais je ne suis pas un expert sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la Fed est, et pour le coup, elle le dit depuis 3 ans, complètement data-dépendante. C'est-à-dire qu'elle a regardé 2 choses pendant longtemps, le marché du travail et l'inflation. Le marché du travail a l'air de se normaliser, américain, pardon. Si l'inflation repart à la hausse, significativement et de manière pas discutable, la Fed aura tous les arguments du monde pour arrêter ses baisses de taux, voire, certains anticipent déjà qu'elle pourrait remonter ses taux en 2025. Lors du dernier FOMC, donc réunion officielle de la Fed, ils ont dit encore une baisse en 2024 et potentiellement, je crois, 4 ou 5 baisses en 2025. Mais ça continue de baisser en 2025. Si jamais les mesures prises sont inflationnistes et vues comme telles dès le début 2025, potentiellement, il n'y aura pas... Ils peuvent changer leur scénario. Oui, et ça va être en lien, encore une fois, avec l'acceptation du risque qui est déjà traduite aujourd'hui dans les taux longs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas vouloir prendre trop de risques à ce qu'il y ait au niveau du gouvernement des choses qui soient faites, qui pourraient potentiellement provoquer l'emballement de l'économie et donc une inflation complètement dingue, alors que c'est ce que la Fed quand même combat depuis 4-5 ans, surtout la sortie du Covid. Donc c'est en ça où passer sous la coupe de je ne pense pas, encore une fois, c'est de la politique américaine. Est-ce qu'ils vont interagir l'un sur l'autre ? Oui, ça c'est obligatoire. Et cette vision des investisseurs actions très très optimistes en 2024, on est sur une belle année, on va dire ça comme ça, qui reposait sur 2 choses. Croissance de bénéfices stables qui arrive, c'est indéniable, et surtout une politique de plus en plus accommodante, des entreprises qui se financent plus facilement, un monde qui devient plus simple. Là, potentiellement, le scénario un peu idyllique est remis en cause parce que la Fed pourrait très bien s'arrêter. Remonter ses taux tout de suite, j'en doute un peu, mais pourrait très bien s'arrêter dans son programme de baisse des taux. Oui. D'autant qu'il faut matiner tout ça de géopolitique. Vous l'avez rappelé au début en disant qu'il avait insufflé, on va dire, une commerciale dans un monde qui n'était pas en guerre, alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en guerre. Effectivement, il y a la question ukrainienne, mais on pourrait se dire aussi qu'une guerre commerciale relancée avec la Chine serait pas forcément de nature à rentrer parfaitement dans le scénario dressé par les marchés. Non, parce que ça va provoquer de l'inflation. Ce dont on est sûr, c'est que ça provoquera de l'inflation. D'un point de vue investisseur, il faudra plus acheter des actions américaines que du reste, même si à terme, ça va poser problème partout. Mais globalement, la première lecture, c'est actions US, c'est rien d'autre. Actions américaines, et rien d'autre. La deuxième lecture, c'est ça va se compliquer. Donc, moins de croissance, plus d'inflation partout, des revenus des ménages qui vont baisser. Et oui, la situation géopolitique aujourd'hui, elle est un petit peu ambivalente parce que entre son, pour l'instant, désintérêt, c'est lui qui parle, c'est pas moi évidemment, de la guerre russo-ukrainienne et le fait qu'il voudrait a priori désengager les États-Unis pour laisser Vladimir Poutine finalement se débrouiller avec l'Ukraine. Et de l'autre côté, les commandes d'armes qui viennent d'être passées par Taïwan
auprès du gouvernement américain pour les 3 prochaines années, une forme d'allégeance, on peut dire ça comme ça. Donc, il y a une situation géopolitique qui est quand même très, très, très compliquée. Et bien sûr, il se bat contre un déficit commercial américain qui n'arrête pas d'être négatif. Une balance commerciale, un déficit positif et une balance commerciale négative. Ils importent plus qu'ils n'exportent et ça va être son grand cheval de bataille. Il a parlé beaucoup de réindustrialisation entre 2016 et 2020. Aujourd'hui, il est très, très tourné nouvelles technologies. Il a poussé Taiwan Semiconductor à ouvrir des usines sur le sol américain. Il va pousser Samsung à faire la même chose. Enfin, en gros, ce qu'il va vouloir faire, c'est produire local et vendre local. Sous-entendu, pas de risque de contagion ou d'espionnage électronique par la Chine. Mais c'est quand même de la relocalisation bien claire. Bon, voilà un spectre Trump évacué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le bureau de Cyril Collet, en dehors de ces questions de politique américaine, pour appréhender le contexte financier de cette fin d'année? Est-ce que on regarde l'Europe se débattre dans ces énièmes questions électorales? Enfin voilà, on voit la coalition allemande qui bat de l'aile, on voit ce qui se passe chez nous. Est-ce que on regarde voilà, qu'est-ce que vous avez le matin sur votre bureau, Cyril? Alors Trump, c'est quand même un tout petit peu l'éléphant au milieu, parce que quand il bouge, ça fait bouger tout le monde. Sur l'Europe, le problème de l'Europe, c'est des flux qui sortent. Sur les marchés actions européens, les flux sont sortants depuis 5 ans, c'est catastrophique. Réallocation énormément sur les actions internationales. Un petit peu sur les 9 derniers mois, c'était sur les émergents. Là, c'était ressorti, ça revient. Mais on voit bien que l'Europe, d'un point de vue investisseur financier, n'est plus du tout au centre de la carte. Nouveau ministre en Allemagne, il paraît qu'ils vont dépenser plus d'argent qu'avant. Bon, très bien. Il y a quelques mois, ou quelques semaines plutôt, Mario Draghi avait dit que si on voulait à un moment donné combattre les États-Unis sur la partie technologique, il fallait investir plus dans la recherche. Donc, à nouveau des dépenses largement supérieures à ce qui avait été fait avant, sur des États qui sont aussi largement endettés. Je ne parle pas d'Allemagne, mais je parle de tous les autres États européens. Le problème de l'Europe, c'est endettement/croissance. C'est-à-dire qu'à partir de quand on arrive à payer finalement le poids de la dette, et finalement, cette dette, à quoi elle sert? Le problème, c'est qu'on a un modèle quand même économique et social qui est très différent du modèle américain. Mieux vaut quand même être en bonne santé quand on vit aux États-Unis. Chez nous, la question elle est un peu différente. Donc, je pense que le modèle européen, il est très différent. Et l'attractivité aujourd'hui des entreprises européennes, elle est moindre parce qu'on a moins de valeur technologique et parce que, oui, il y a moins de croissance. Pour 2024, on s'attend déjà aujourd'hui à une croissance de bénéfices négative dans la zone euro, dans la zone Europe. On est encore à plus 9% aux États-Unis. Pour 2025, on est à plus 8%. Dans la zone européenne, on est encore à plus 15 aux États-Unis. Donc, ce fameux différentiel de croissance économique au départ, il touche aussi les entreprises, et je dirais même il les touche encore un peu plus. Et donc les marchés. Et donc les marchés, d'autant que, comme je le disais au départ, les entreprises européennes, de par la répartition de leur chiffre d'affaires, vont être très, très dépendantes de ce qui se passe à l'international. Et donc, c'est difficile aujourd'hui d'être très positif sur l'Europe. Les émergents, il y a une belle croissance. Mais il y a aussi des situations, on l'a dit, géopolitiques très compliquées. Est-ce qu'à un moment donné, s'ils vont arriver à se rebattre à armes égales avec les entreprises américaines? Non. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, la structure des marchés émergents, où il ne faut pas se tromper, il y a 80% d'Asie et puis 10% de pétrole, si on simplifie à outrance, c'est quand même des valeurs très technologiques. Donc c'est en ça, il pourrait y avoir des alliances et des choses qui se passent un peu mieux. Mais malheureusement, au global, c'est toujours les actions américaines qui vont dominer. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'on donne comme conseil à un investisseur aujourd'hui pour cette fin d'année, quoi? On met tout sur Wall Street, on garde quand même un peu d'Europe, on fait de l'or, on fait du Bitcoin, qu'est-ce qui fait l'investisseur aujourd'hui pour se préparer au 20 janvier? Alors, l'investissement de fin d'année, c'est court. On parle de 6 semaines. Donc, s'il était là depuis le début de l'année, il s'en va. Je simplifie toujours, mais il a fait une année performance action extraordinaire. Ce qu'on peut dire, c'est que, pas à fin d'année, mais disons à juin l'année prochaine, à moyen terme, à 6 mois ou un peu plus, on peut pas ne pas être long en actions américaines. C'est comme ça. Par contre, d'un point de vue obligataire, si jamais tout ce qu'on a dit se transforme en modification de la politique de la Fed, il va être mieux long en obligations européennes. Potentiellement, la BCE, Christine Lagarde l'a rappelé cette semaine, eux, ils vont vouloir rendre la zone encore plus compétitive, à baisser le coût de financement. Et donc, la BCE devrait continuer à fortement baisser son taux. Et donc, du coup, le taux 10 ans en Europe, il devrait baisser. D'accord. Donc, si vous êtes détenteur d'obligations européennes aujourd'hui,
je ne sais pas quelles vont être les baisses de taux exactement, mais à 6 mois, globalement, vos obligations vont fortement s'apprécier. Peut-être qu'aux États-Unis, si sur les 6 prochains mois, il y a des hausses de taux, votre portefeuille obligataire, il va baisser. Donc, je dirais que dans une démarche action, on est sur une très, très belle année, plutôt prendre ses bénéfices. Si on veut rester exposé à 6 mois, plutôt réallouer si on ne l'est pas. Sur de l'Amérique. Plus d'une exposition américaine. Par contre, si on a des obligations, ah oui, les obligations européennes semblent attractives aujourd'hui, avec encore une fois des anticipations de baisse des taux côté BCE. Quant aux États-Unis, on ne sait plus trop. Et le risque, il est plutôt que soit ça s'arrête, soit potentiellement les taux remontent un petit peu. Donc un portefeuille toujours bien équilibré. Le Bitcoin, j'ai pas d'avis. Il y a un monsieur. C'est l'autre éléphant dans la pièce, c'est ça? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Dans le sens. Enfin, il y a eu beaucoup de spéculations sur le Bitcoin ces dernières années, principalement liées aux propos de monsieur Elon Musk, qui en a quand même beaucoup joué sur le financement ou pas de ses voitures et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Bitcoin, pour moi, c'est ce que j'ai choqué il y a 2 ans en disant ça, que c'était l'or des moins de 25 ans. C'est pas tout à fait ça, évidemment, puisque c'est un animal qui bouge quand même beaucoup plus rapidement. Mais on est au plus haut des marchés actions, on est au plus haut de l'or et on est au plus haut du Bitcoin. Donc ça veut quand même dire, en résumé, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Et qu'à court terme, je trouve que la spéculation sur le Bitcoin, elle est difficile à... Enfin, pour moi, elle est difficile à aller beaucoup plus loin. Je resterai plutôt sur du classique, mais l'or continue de très, très bien se comporter, alors que normalement, sur des années, quand on est sur des années actions comme ça, l'or baisse, parce que la version risque, tout ça, et en fait, elle continue à s'apprécier. Maintenant, quand on regarde la situation géopolitique, peut-être que c'est les marchés actions qui se trompent. Merci beaucoup d'être passé dans Cœur de Patrimoine. Cyril Collet, CPR AM. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.